Elle ne dirige rien. Qu'elle mange avec les serveurs, a ricané Clarisse, ma propre sœur, en ajustant sa robe de mariée en dentelle de Chantilly. Elle l'a dit assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Ma mère, Solange, a baissé les yeux, feignant de s'intéresser à une composition florale. Mon beau-frère, Guillaume, a souri avec arrogance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement calculé. Ils pensaient que j'étais là pour décorer, une obligation familiale gênante. Ils ignoraient que je tenais dans ma main, sur mon téléphone, le détonateur de leur existence. J'ai souri, j'ai composé un numéro et j'ai prononcé 3 mots, annuler le contrat. En 1 seconde, 35 millions d'euros se sont volatilisés. Le visage de Clarisse s'est décomposé. Guillaume a cessé de respirer. Je me suis levée de ma chaise bancale et j'ai quitté la table. Ils voulaient m'humilier? J'ai pris leur empire avec moi. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute la plus spectaculaire de l'histoire de notre famille, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis tout. Maintenant, revenons à ce jour fatidique. Je suis arrivée au mariage de ma sœur avec 15 minutes d'avance. Non par excitation, mais par ce respect maladif que j'ai toujours eu pour les horaires, une déformation professionnelle sans doute. Le lieu était somptueux, l'hôtel Hermitage à la Baule, face à l'océan Atlantique. Le soleil de juin faisait scintiller les vagues, et une brise légère agitait les rubans de soie blanche accrochés aux chaises dorées. Tout criait l'opulence, le contrôle, la perfection. Exactement comme Clarisse le voulait. J'ai marché vers l'entrée de la salle de réception, mes talons claquant doucement sur le marbre poli. Je portais une robe bleu marine, simple, coupée parfaitement. Rien à voir avec les toilettes extravagantes des amis de ma sœur, qui ressemblaient à des meringues colorées. J'ai cherché mon nom sur le grand tableau calligraphié à l'entrée. Table 1, les mariés. Table 2, maman, les oncles, les tantes. Table 3, les amis intimes de Guillaume, des aristocrates déchus qui vivaient à crédit. J'ai parcouru la liste des invités VIP, des partenaires d'affaires, des anciens voisins. Rien. Mon nom n'était nulle part. Une organisatrice de mariage, oreillette vissée à l'oreille et tablette en main, s'est approchée de moi avec un sourire crispé. Mademoiselle Sibylle, a-t-elle demandé, l'air embarrassé. Oui, c'est moi. Je ne trouve pas ma place. Elle a grimacé, consultant son écran. Ah, oui. Il y a eu un ajustement de dernière minute. Vous êtes à la table 19. Table 19. J'ai suivi son doigt. Ce n'était même pas une vraie table de banquet. C'était une petite table ronde, pliante, installée tout au fond de la salle, coincée entre le grand pilier de soutien et les portes battantes des cuisines. Je me suis dirigée vers cet exil. L'odeur. C'est la première chose qui m'a frappée. Une odeur âcre de graisse chaude, d'ail et de liquide vaisselle industrielle s'échappait chaque fois que les portes s'ouvraient pour laisser passer un serveur pressé. Ma chaise était bancale. Il manquait un patin sous le pied gauche. Sur la table, pas de centre de table en orchidée comme pour les autres. Juste une nappe un peu froissée et des couverts dépareillés. Je me suis assise, le dos raide. 2 serveurs en pause clope me regardaient depuis l'entrebâillement de la porte de service, chuchotant entre eux. L'un d'eux m'a fait un petit signe de tête gêné, reconnaissant peut-être en moi une âme sœur, une exclue. C'est à ce moment-là que la musique s'est arrêtée pour laisser place à l'entrée triomphale de la mariée avant le dîner. Clarisse est entrée, rayonnante, au bras de Guillaume. Elle a balayé la salle du regard, savourant son triomphe. Puis, elle m'a vue. Elle a vu sa sœur unique, assise près des poubelles de la cuisine. Elle a dévié de sa trajectoire. Elle est venue vers moi, entraînant sa cour avec elle. « Oh, Sibylle » a-t-elle dit, sa voix faussement douce portant loin dans le silence relatif. « Je vois que tu as trouvé ta place. Maman et moi avons pensé que tu serais plus à l'aise ici. Tu sais, loin du protocole. Et puis, avec ton habitude des entrepôts et des cantines routières, l'odeur de la cuisine ne doit pas te déranger, n'est-ce pas ?» Son groupe d'amis a pouffé de rire. Guillaume a ajouté, en ajustant sa cravate en soie, « C'est pratique.
Si on manque de vin, tu pourras aller te servir directement à la source. J'ai levé les yeux vers eux. J'ai cherché le regard de ma mère à la table d'honneur. Solange nous regardait. Elle a vu l'humiliation. Elle a vu les serveurs baisser la tête de honte pour moi. Et qu'a-t-elle fait? Elle a pris une gorgée de champagne et s'est tournée vers son voisin pour commenter la qualité du saumon. C'est là que j'ai entendu la phrase de trop. Clarisse s'est penchée vers son amie Élodie et a chuchoté, mais suffisamment fort pour que je l'entende, pour que je sois sûre de l'entendre, elle ne dirige rien. Qu'elle mange avec les serveurs. De toute façon, après ce soir, elle ne sera plus qu'un souvenir. Le temps s'est figé. Le brouhaha de la fête est devenu un bourdonnement lointain. J'ai senti une chaleur glaciale envahir mes veines. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté absolue, cristalline. Il ne me voyait pas comme une sœur, ni comme une partenaire, ni même comme un être humain. J'étais un outil qu'on utilise jusqu'à ce qu'il soit émoussé, puis qu'on jette au rebut. J'ai regardé ma montre. Il était 19h45. Le contrat de fusion, celui qui devait sauver l'entreprise familiale et payer cette mascarade de mariage, devait être validé électroniquement à 20h précises. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Mes doigts ne tremblaient pas. J'ai déverrouillé l'écran. J'ai cherché le contact, Tancrède Delacroix, personnel. J'ai appuyé sur appel. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment une sœur peut-elle traiter son propre sang comme un déchet? Pour comprendre pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton, il faut remonter le temps. Il faut que vous compreniez qui je suis, et surtout, ce qu'ils m'ont fait subir pendant 30 ans. On dit souvent que dans une famille, l'amour se divise. Chez nous, il ne se divisait pas, il se concentrait. Tout pour Clarisse. Rien pour Sibylle. Nous avons grandi à Nantes, dans une belle maison bourgeoise près du parc de Procé. Mon père, un homme taiseux et travailleur, avait fondé Atlantique Froid, une société de transport frigorifique. Il passait sa vie sur les routes ou dans les entrepôts glacés de la zone portuaire de Saint-Nazaire. Ma mère, Solange, restait à la maison pour gérer l'image de la famille. Clarisse avait 3 ans de plus que moi. Elle était blonde comme les blés, avec les yeux bleus de ma mère et un rire qui faisait fondre tout le monde. Moi? J'étais brune, sérieuse, avec les yeux sombres de mon père et une passion pour les puzzles et les mathématiques. Dès le début, les rôles ont été distribués. Clarisse était la princesse. Je devais être sa servante. Sibylle, laisse ta sœur jouer avec ta poupée, elle est plus fragile que toi. Sibylle, aide Clarisse avec ses devoirs, elle a besoin de repos pour son cours de danse. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 10 ans. J'étais rentrée de l'école en courant, brandissant mon bulletin trimestriel. J'avais 20/20 en mathématiques, la meilleure note de l'école. Je voulais le montrer à maman. Je l'ai trouvé dans le salon, en train de consoler Clarisse qui pleurait à chaudes larmes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, mon bulletin froissé dans ma main. « Ta sœur s'est cassé un ongle en cours de piano », a répondu ma mère sèchement, sans même me regarder. « Va chercher de la glace, Sibylle. » Vite. J'ai posé mon bulletin sur la table basse. Personne ne l'a jamais ouvert. Le lendemain, je l'ai retrouvé à la poubelle, taché de café. J'ai appris à me taire. J'ai appris que l'excellence, si elle n'est pas bruyante, est invisible. Clarisse a raté son baccalauréat la première fois. Maman lui a payé une école privée hors de prix et un voyage linguistique à Londres pour se remettre de ses émotions. J'ai eu mon bac avec mention très bien. Papa m'a fait un clin d'œil discret et maman a dit, c'est bien, au moins une de mes filles n'aura pas besoin de moi. C'est mon père qui m'a sauvée, à sa manière. Quand j'ai eu 18 ans, alors que Clarisse dépensait l'argent de la famille dans des boutiques de luxe à Paris, j'ai commencé à aller à l'entrepôt. J'aimais l'ordre, la logistique, le balai incessant des camions qui partaient livrer des produits frais à travers l'Europe. J'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai trié des factures. J'ai appris à conduire un chariot élévateur. J'ai passé des nuits dans le bureau des dispatchers, à boire du café noir et à écouter les chauffeurs raconter leur vie. Ils me respectaient. Non pas parce que j'étais la fille du patron,
mais parce que je savais changer une roue de camion sous la pluie et que je ne me plaignais jamais. Mais mon père était malade. Son cœur fatiguait. Il voyait la vérité sur Clarisse, sa paresse, sa vanité, mais il était trop faible pour affronter ma mère. Solange protégeait Clarisse comme une lionne protège un lionceau boiteux. Il y a 3 ans, mon père a été hospitalisé après une crise cardiaque massive. Je suis restée à son chevet pendant 3 jours, lui tenant la main. Clarisse est passée une fois, 10 minutes, avant d'aller à un vernissage. La dernière nuit, mon père s'est réveillé. Il m'a serré la main avec une force surprenante. « Sibylle » a-t-il chuchoté, sa voix sifflante. « Je sais que c'est injuste. Je sais que j'ai été lâche. Repose-toi, papa. Non, écoute-moi. L'entreprise, c'est tout ce qu'on a. Clarisse, elle va la détruire si elle est seule. Ta mère est aveugle. Promets-moi. » Quoi, papa? Promets-moi de protéger l'entreprise. Et, protège ta sœur. Elle est faible, Sibylle. Toi, tu es forte. Tu es le roc. Promets-moi que tu ne laisseras pas tout s'effondrer. J'avais les larmes aux yeux. Même sur son lit de mort, il me demandait de me sacrifier pour elle. Mais c'était mon père. Je l'aimais. Je te le promets, papa. Il est mort le lendemain matin. À la lecture du testament, le coup de grâce est tombé. Sous l'influence de ma mère, mon père avait laissé la majorité des parts et le poste de PDG à Clarisse, l'aînée. Moi, j'héritais du poste de directrice des opérations et d'une part minoritaire. C'est pour l'image, avait dit ma mère. Clarisse présente bien. Elle a le charisme. Toi, tu es faite pour l'ombre, Sibylle. Tu es le moteur, elle est la carrosserie. J'ai avalé ma fierté. J'ai pensé à ma promesse. J'ai accepté d'être le moteur caché sous le capot, pendant que Clarisse paradait au volant. Je ne savais pas encore que ce moteur allait bientôt devoir tourner à plein régime pour éviter le crash. Les 6 premiers mois du règne de Clarisse ont été un désastre au ralenti. Elle a commencé par redécorer le bureau de direction. Exit le vieux bureau en chêne de papa, place à des meubles design italien et des murs peints en rose poudré. Elle passait ses journées à organiser des déjeuners d'affaires qui n'étaient que des prétextes pour boire du champagne avec ses amis. Pendant ce temps, à Saint-Nazaire, la réalité était brutale. Clarisse avait coupé dans les budgets de maintenance pour financer son train de vie et ses campagnes marketing. On n'a pas besoin de réviser les groupes frigorifiques tous les 3 mois, m'avait-elle dit avec dédain. C'est du gaspillage. Une fois par an suffit. J'avais protesté. J'avais crié. Mais elle était la PDG. Elle a signé l'ordre. Et puis, c'est arrivé. Un mardi de juillet, en pleine canicule. 3 de nos plus gros camions transportaient une cargaison de fruits de mer de luxe et de poissons frais pour les grands restaurants de la Côte d'Azur. Valeur de la marchandise, 2 millions d'euros. À mi-chemin, les systèmes de réfrigération ont lâché. Les capteurs, mal entretenus, n'ont pas envoyé l'alerte à temps. Quand les camions sont arrivés à Nice, les portes se sont ouvertes sur une odeur pestilentielle. Tout était pourri. Les clients ont hurlé. Ils ont menacé de procès. Ils ont appelé la presse locale. Atlantique froid livre du poison, titraient les journaux. À 10 heures du matin, Clarisse m'a appelé. Elle ne criait pas. Elle pleurait. Elle était enfermée dans les toilettes de son bureau design, recroquevillée sur le sol. Sibylle. C'est la fin. Ils vont nous tuer. La banque m'appelle. Les avocats m'appellent. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mal au ventre, je ne peux pas sortir. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. La promesse faite à papa me brûlait la gorge. Sors des toilettes, Clarisse. Sèche tes larmes. Ne réponds à personne. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire mon travail. J'ai pris le contrôle. J'ai vidé mon compte épargne personnel, l'argent que je gardais pour m'acheter un appartement pour payer l'acompte de l'assurance et calmer les fournisseurs les plus virulents. J'ai passé 3 semaines sans dormir plus de 4 heures par nuit. J'ai appelé chaque client personnellement. J'ai accepté les insultes. J'ai négocié des remises.
J'ai renégocié les dettes avec la banque en présentant un plan de redressement technique solide, basé sur des chiffres réels, pas sur des fantasmes. Le pire moment a été la grève des chauffeurs. Ils n'avaient pas été payés leurs primes d'heures supplémentaires. Ils bloquaient la sortie de l'entrepôt. Clarisse avait peur de descendre leur parler. Ils sont sales, ils sont en colère, ils vont me jeter des pierres, gémissait-elle. Je suis descendue seule. Je suis montée sur une palette en bois au milieu de la cour. Je connaissais le nom de chacun d'eux. Michel, je sais que ta fille rentre à l'université. Jean-Luc, je sais que ta femme est malade. Ma voix ne tremblait pas, la caisse est vide aujourd'hui. Mais si vous ne roulez pas, elle sera vide pour toujours. Je ne vous demande pas de le faire pour ma sœur. Je vous demande de le faire pour moi. Je vous promets que vous serez payé. Même si je dois vendre ma propre voiture. Il y a eu un silence lourd. Puis Michel a craché par terre, a écrasé sa cigarette et a dit, « Pour toi, Sibylle. Juste pour toi. Parce que toi, tu sais ce que c'est que de se salir les mains. » Ils ont repris le volant. J'ai même dû conduire moi-même. Il manquait un chauffeur pour une livraison critique à Bordeaux. J'ai troqué mon tailleur pour un jean et des bottes de sécurité. J'ai grimpé dans la cabine du 38 tonnes. J'ai conduit toute la nuit, seul sur l'autoroute, buvant du café froid, avec l'image de mon père dans la tête. J'ai sauvé l'entreprise. J'ai ramené Atlantique froid du bord du gouffre. Nous avons fini l'année avec un léger bénéfice, un miracle absolu compte tenu de la catastrophe de l'été. Je suis rentré chez moi le soir du bilan comptable, épuisé, amaigri, mais fier. Je pensais que, cette fois, les choses allaient changer. Je pensais qu'ils allaient comprendre. Je pensais que ma mère allait me serrer dans ses bras et que Clarisse allait me céder sa place, ou au moins, partager le pouvoir. Quelle naïve j'étais. Arrêtez-vous un instant. Mettez-vous à ma place. Vous venez de sacrifier vos économies, votre santé et votre dignité pour sauver l'héritage familial. Vous attendez un merci. À ma place, qu'auriez-vous fait si votre propre famille vous avait trahi juste après? Auriez-vous explosé? Auriez-vous démissionné? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Parce que ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. Un mois après le sauvetage, je suis arrivé au bureau un lundi matin. Sur la table de la salle de pause, trônait le dernier numéro du magazine L'Écho des entreprises. En couverture, une photo pleine page de Clarisse. Elle portait un tailleur blanc immaculé, les bras croisés, le menton haut, posant devant une flotte de nos camions, ceux-là même que j'avais fait réparer de mes propres mains. Le titre s'étalait en lettres grasses, La Dame de Glace, comment Clarisse Dubois a sauvé l'empire familial par son seul génie. J'ai senti un goût métallique dans ma bouche. J'ai ouvert le magazine. L'article était une ode à sa gloire. C'était des nuits blanches, déclarait Clarisse dans l'interview. J'ai dû prendre des décisions difficiles. J'ai dû aller sur le terrain, parler aux hommes, leur insuffler ma vision. C'est le leadership moderne. Savoir être ferme tout en restant féminine. Pas une seule fois mon nom n'apparaissait. Pas une. J'étais effacée. Pire, j'étais niée. Selon l'article, Clarisse avait tout fait seule. J'ai marché jusqu'à son bureau. Elle était au téléphone, riant aux éclats. Oui, merci beaucoup. C'est flatteur. Oh, Guillaume adore la photo aussi. Elle m'a vu entrer et a raccroché précipitamment. Sibylle. Tu as vu? C'est magnifique, non? C'est une publicité incroyable pour la boîte. J'ai posé le magazine sur son bureau rose. Tu as été sur le terrain, Clarisse? Tu as parlé aux hommes? Michel et Jean-Luc apprécieront d'apprendre que c'est ta vision qui les a convaincus, et pas ma promesse de vendre ma voiture pour les payer. Elle a soupiré, levant les yeux au ciel comme si j'étais une enfant capricieuse. Oh, arrête de faire ta jalouse, Sibylle. C'est du marketing. Tu ne comprends rien à la communication. Les journalistes veulent une histoire, une figure de proue. Je suis le visage de l'entreprise. Tu n'es pas télégénique. Tu es trop austère. Imagine si on t'avait mise en couverture avec tes cernes et tes vêtements sombres.
Les clients auraient fui. J'ai sauvé cette entreprise, Clarisse. C'est mon travail. C'est mon argent. Elle s'est levée, son visage durcissant soudainement. C'était le visage de ma mère qui apparaissait sous ses traits. Tu as fait ton travail, c'est tout. Tu es payé pour ça, non? Tu es la directrice des opérations. Opérer, c'est ce que tu fais. Diriger, c'est ce que je fais. Et puis, n'oublie pas à qui appartient cette entreprise. Maman et moi avons la majorité. Tu es notre employée, Sibylle. Une employée de luxe, certes, mais une employée quand même. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement la colère. C'était le lien. Ce lien invisible, fait de devoirs et de souvenirs d'enfance, qui me rattachait à elle. J'ai réalisé que la promesse faite à mon père était devenue une chaîne qui m'étranglait. Je ne protégeais pas ma sœur, je nourrissais un parasite. C'est à cette époque que Guillaume est entré officiellement dans le tableau. Un bellâtre issu d'une vieille famille aristocratique ruinée, qui cherchait une héritière pour financer son train de vie oisif. Il a vu en Clarisse la proie idéale, vaniteuse, riche en apparence, et désespérément en quête de validation sociale. Ils ont annoncé leur fiançailles 3 mois plus tard. Un mariage grandiose était prévu. Le mariage de l'année à la Baule. Mais il y avait un problème. Un gros problème. Les caisses de l'entreprise étaient à nouveau vides. Les bénéfices que j'avais péniblement dégagés avaient été engloutis par les frais de représentation de Clarisse et les préparatifs du mariage. Ils avaient besoin d'argent frais. Beaucoup d'argent. Et vite. C'est là qu'est apparu Tancrède Delacroix. Un investisseur parisien, un requin de la finance, mais un requin intelligent. Il voulait étendre son empire logistique vers l'ouest. Il a proposé de racheter 60% d'Atlantique Froid pour 35 millions d'euros. C'était la sortie de secours rêvée pour Clarisse. Avec cet argent, elle pouvait payer ses dettes, financer son mariage royal et assurer son avenir avec Guillaume. Mais Delacroix n'était pas idiot. Il avait fait ses devoirs. Il savait qui faisait tourner la boutique. La fusion. C'était le mot sur toutes les lèvres. Clarisse flottait sur un nuage. Ma mère organisait des dîners pour célébrer l'alliance stratégique. Moi, j'étais tenue à l'écart des négociations principales. Ce sont des discussions entre actionnaires majoritaires, chérie, disait ma mère avec un sourire mielleux. Ne t'inquiète pas pour la paperasse. Concentre-toi sur les camions. Je savais que c'était louche. Tancrède Delacroix avait la réputation d'être impitoyable. Pourquoi achèterait-il une entreprise dirigée par une incompétente notoire comme Clarisse pour une somme aussi élevée? La réponse est venue 48 heures avant le mariage. Clarisse est entrée dans mon bureau, un dossier épais à la main. Elle était nerveuse, se tordant les mains, mais essayait de paraître décontractée. Sibylle. J'ai une super nouvelle. Pour que la fusion se fasse, Monsieur Delacroix a besoin d'une petite garantie technique. Une formalité. Elle a posé le dossier sur mon bureau. C'est quoi? Oh, juste un contrat de continuité. Delacroix veut s'assurer que l'équipe opérationnelle reste en place pendant la transition. Il veut que tu signes un engagement de 5 ans. J'ai ouvert le dossier. C'était bien plus qu'une formalité. C'était un contrat de servitude. En échange d'une augmentation de salaire dérisoire, 5%, je m'engageais à rester directrice des opérations pendant 5 ans, sans possibilité de démissionner, sous peine de pénalités financières énormes. De plus, je cédais tous mes droits de vote minoritaires au conseil d'administration. Tu veux que je m'enchaîne à l'entreprise pendant que toi tu empoches les millions et que tu pars en lune de miel, ai-je demandé calmement. Mais non. C'est pour l'entreprise. C'est pour l'héritage de papa. Si tu ne signes pas, Delacroix ne signe pas. Et si Delacroix ne signe pas? Elle a laissé sa phrase en suspens, me faisant comprendre que la faillite serait de ma faute. Je dois lire ça attentivement. On n'a pas le temps. La signature officielle est prévue pendant le cocktail du mariage, après-demain. C'est le cadeau de mariage de Guillaume. Allez, Sibylle, pour une fois, sois une bonne sœur. Fais-le pour moi. Fais-le pour maman. J'ai senti la pression. L'habitude de céder.
L'habitude de sauver les meubles. J'ai failli signer. Vraiment. J'ai pris mon stylo. D'accord. Je vais le lire ce soir et je te le ramène demain matin. Clarisse a semblé contrariée, mais elle n'a pas pu refuser. Elle est sortie en disant, ne me déçois pas. Tout notre avenir repose sur toi. Tout leur avenir reposait sur moi. C'était vrai. Mais ils ignoraient à quel point. Le lendemain matin, la veille du mariage, je suis arrivée tôt au bureau pour imprimer une copie propre du contrat, que j'avais annoté toute la nuit. Mon imprimante était en panne. Classique. Je suis allée au bureau de l'assistante de direction, Sophie. Elle n'était pas là, partie chercher le café de Madame la Présidente. Son ordinateur était allumé. J'ai inséré ma clé USB pour imprimer. Mais l'imprimante a sorti un autre document qui était resté dans la file d'attente. Un email. Un email envoyé par Clarisse à Guillaume la veille au soir. L'objet était « Le problème Sibylle ». Ma curiosité a pris le dessus. J'ai lu. J'ai tenu la feuille de papier encore chaude entre mes mains, et le monde a basculé. 2. Clarisse Dubois à Guillaume de Montmorency. Sujet, le problème Sibylle. Mon chéri, ne t'inquiète pas. La petite imbécile va signer. Je lui ai joué la carte de la culpabilité paternelle, ça marche à tous les coups. Une fois que Delacroix aura viré les fonds, les 35 millions, nous serons en sécurité. J'ai déjà discuté avec maman. Dès que la fusion est actée, on restructure. On envoie Sibylle gérer la nouvelle antenne logistique en Roumanie, ou mieux, on la pousse à la faute pour la licencier sans indemnité malgré son contrat. Delacroix ne saura rien avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux plus voir sa tête d'enterrement dans ma société. Cet argent est à nous. C'est notre ticket pour la liberté. Je t'aime. J'ai relu le message 3 fois. Chaque mot était un coup de poignard. La petite imbécile. Carte de la culpabilité paternelle. La licencier sans indemnité. Je n'étais pas une sœur pour eux. Je n'étais même pas une ressource. J'étais un obstacle temporaire, une nuisance à éliminer une fois qu'elle avait servi. Tout l'amour que je pensais encore percevoir, tout ce devoir filial, c'était un mensonge. Il me méprisait. Il me détestait presque. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Une seule. Je l'ai essuyée rageusement. J'ai pensé à mon père. Protège ta sœur. J'avais échoué. Parce que la sœur que je devais protéger n'existait pas. Celle qui existait était un monstre d'égoïsme. Mais j'ai repensé à l'autre partie de la promesse. Ne laisse pas l'entreprise s'effondrer. Si je laissais Clarisse vendre à Delacroix et prendre l'argent, l'entreprise serait vidée de sa substance, moi je serais viré, et les employés. Michel, Jean-Luc, et les autres, ils seraient les premières victimes d'une gestion purement financière. J'ai pris une décision. Froide. Irréversible. Je ne suis pas une victime. Je suis celle qui connaît chaque boulon, chaque contrat, chaque kilomètre de cette entreprise. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé un numéro que je n'avais jamais utilisé à des fins personnelles. Celui d'un ancien camarade de classe, devenu un avocat d'affaires redoutable à Paris. Marc? C'est Sibylle. J'ai besoin de toi. Maintenant. On a 24 heures pour monter une structure juridique parallèle. Et je veux que tu contactes le cabinet de Tancrède Delacroix. J'ai une contre-proposition à lui faire. Puis, j'ai appelé Monsieur Delacroix lui-même. J'avais son numéro personnel depuis l'époque où j'avais dépanné un de ses directeurs logistiques en pleine nuit. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Mademoiselle Dubois? Quelle surprise! Monsieur Delacroix. Nous devons parler. Pas de la fusion. Mais de la réalité. Je vais vous envoyer des documents. Les vrais comptes. Les vrais rapports de maintenance. Et la preuve que sans moi, ce que vous achetez ne vaut rien. Je vous écoute, Sibylle. J'ai passé la journée à travailler, non pas pour l'entreprise familiale, mais pour mon propre avenir. J'ai rassemblé les preuves de la gestion calamiteuse de Clarisse. J'ai monté un dossier en béton. Le soir venu, je suis rentrée chez moi.
J'ai mis ma plus belle robe pour le dîner de répétition. J'ai mis mon masque. Il pensait que j'étais une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il ne savait pas que j'avais amené le couteau. Le dîner de répétition avait lieu dans un restaurant étoilé de La Baule. L'ambiance était feutrée, hypocrite. Ma mère trônait en bout de table, rayonnante de fausse modestie. Clarisse et Guillaume jouaient les amoureux transis, parlant déjà de leur voyage aux Maldives. Je suis arrivée en retard. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ah, Sibylle, s'est exclamée ma mère. On commençait à s'inquiéter. Assieds-toi, chérie. Je me suis assise face à eux. J'ai regardé Clarisse. Elle m'a souri, un sourire carnassier. Tu as apporté le document, a-t-elle chuchoté dès que j'ai pris place. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti le dossier bleu. Oui. Tout est là. J'avais signé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le document que j'avais signé n'était pas celui qu'il croyait. Avec l'aide de Marc, mon avocat, j'avais subtilement modifié une clause dans les annexes, profitant du fait que Clarisse ne lisait jamais les petits caractères. La clause stipulait que ma signature était conditionnée à la ratification du conseil d'administration en présence de toutes les parties. Or, légalement, je n'avais pas convoqué de conseil. Ce papier ne valait rien juridiquement sans une dernière confirmation de ma part le jour J. C'était un leurre. Clarisse a saisi le dossier, vérifié la signature sur la dernière page, et a poussé un soupir de soulagement si profond qu'il a failli éteindre les bougies. Parfait. Elle a levé son verre de champagne. À la famille. À l'avenir. À nous. Tout le monde a trinqué. À nous. J'ai levé mon verre d'eau. À la vérité, ai-je murmuré. Personne ne m'a entendu. Le reste du dîner a été un supplice. Guillaume a fait des blagues sur ma voiture, une vieille Peugeot fiable mais défraîchie. Quand on aura l'argent, Sibylle, on t'achètera peut-être une petite citadine décente. Ça fait mauvais genre de voir la directrice des opérations arriver dans une épave. Ne t'inquiète pas pour ma voiture, Guillaume. Inquiète-toi plutôt de savoir si ta Ferrari de location est payée pour demain. Il a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Ma mère m'a pris à part au moment du dessert. Elle m'a serré le bras un peu trop fort. Tu as fait le bon choix, Sibylle. Je suis fière de toi. Tu connais ta place. Tu es le pilier qui soutient le temple. Clarisse est la déesse qui y habite. C'est l'ordre naturel des choses. C'est ça, maman. L'ordre naturel. Je suis rentrée à l'hôtel. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé l'océan par la fenêtre. Je savais que demain, je ferais exploser ce temple. Je savais que je serais la méchante de l'histoire pour tout le monde. La sœur jalouse. La fille ingrate. Mais en relisant l'email de Clarisse sur mon téléphone, toute culpabilité s'évanouissait. Ils avaient prévu de me détruire. J'allais simplement frapper la première. Le lendemain matin, le jour du mariage, le ciel était d'un bleu insolent. J'ai reçu un SMS de Tancrède Delacroix, j'ai reçu votre dossier. C'est édifiant. Je serai au mariage. Attendez mon signal ou donnez-moi le vôtre. Le décor était planté. Les acteurs étaient en place. Il ne manquait plus que le coup de théâtre. Nous voici revenus au moment présent. La table 19. L'odeur de friture. L'insulte de Clarisse qui résonne encore dans l'air, qu'elle mange avec les serveurs. J'avais mon téléphone à l'oreille. À l'autre bout du fil, Tancrède Delacroix. Il n'était pas à Paris. Il était ici, dans la salle, assis à la table d'honneur, invité en tant que sauveur de la famille. Je le voyais de dos, son costume gris impeccable se détachant parmi les invités. Monsieur Delacroix, ai-je dit, ma voix calme et ferme. C'est Sibylle. Vous avez vu comment il me traite. Vous avez lu mon dossier. Vous savez que sans moi, cette entreprise est une coquille vide. Je le sais, Sibylle, a-t-il répondu dans mon oreillette. Je l'ai vu porter son téléphone à l'oreille discrètement. Alors, c'est maintenant. J'active l'option B. Je démissionne de mes fonctions actuelles. Et je retire mon consentement à la fusion selon les termes actuels.
Annulez le contrat. C'est noté, a dit Delacroix. C'est un plaisir de faire affaire avec une professionnelle. J'ai raccroché. J'ai compté mentalement. 1, 2, 3. Le téléphone de Clarisse, posé sur la table devant elle, elle ne pouvait pas s'empêcher de surveiller ses réseaux sociaux même à son mariage, s'est mis à vibrer. Une notification. Puis 2. Puis une avalanche. C'était son application bancaire. Et les alertes automatiques du logiciel de gestion de fusion. Échec de la transaction. Fonds retirés. Contrat de fusion, annulé par l'investisseur. J'ai vu Clarisse froncer les sourcils. Elle a pris son téléphone, agacée. Puis, son teint de porcelaine est devenu gris cendré. Elle a tapoté frénétiquement sur l'écran. Elle a secoué Guillaume par le bras. Guillaume. Guillaume, regarde ça. Ça doit être une erreur. La banque dit que le virement est annulé. À ce moment précis, Tancrède Delacroix s'est levé. Le bruit de sa chaise raclant le sol a attiré l'attention. Il a pris un verre, et une petite cuillère. Ding. 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 Le silence s'est fait. Tout le monde pensait qu'il allait porter un toast. Clarisse l'a regardé avec un espoir désespéré, pensant qu'il allait annoncer une bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, a commencé Delacroix, sa voix de baryton remplissant la salle. Je crains de devoir gâcher la fête. Je ne peux pas, en toute conscience, investir 35 millions d'euros dans une escroquerie. Un murmure choqué a parcouru l'assistance. Ma mère s'est levée à demi. Monsieur Delacroix, que? Il l'a ignoré et a pointé un doigt vers la table 19. Vers moi. J'ai investi dans cette entreprise pour une seule raison, la compétence technique de sa directrice des opérations, Sybille Dubois. Or, je découvre aujourd'hui que non seulement vous la traitez comme une domestique, mais vous aviez prévu de la licencier frauduleusement après avoir empoché mon argent. Il a sorti son téléphone et a montré l'écran à la salle. J'ai vu les emails. J'ai vu les vrais comptes que Sybille m'a envoyés. Votre fille aînée, madame, est incompétente. Votre gendre est un opportuniste. La seule personne de valeur dans cette famille, vous l'avez assise près des poubelles. Il s'est tourné vers moi et a incliné la tête respectueusement. Sybille, mon offre tient toujours. Mais pas pour racheter Atlantique Froid. Pour financer votre nouvelle entreprise. Je retire mon offre d'achat. L'accord est mort. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Puis, le chaos a éclaté. Guillaume a lâché la main de Clarisse comme si elle le brûlait. Quoi? Il n'y a plus d'argent, a-t-il crié, oubliant toute bienséance. Mais j'ai déjà versé les acomptes pour la villa. Clarisse s'est levée, tremblante, les yeux fous. Elle a regardé Delacroix, puis elle m'a regardé. La compréhension a mis du temps à monter à son cerveau, mais quand elle est arrivée, ce fut une explosion. Toi, a-t-elle hurlé. Une voix stridente, laide, qui détonnait avec sa robe de princesse. C'est toi. Sale petite garce jalouse. Tu as tout gâché. Clarisse a quitté la table d'honneur en courant. Elle a bousculé un serveur, renversant un plateau de coupe de champagne qui s'est écrasé au sol dans un fracas de verre brisé. Elle s'en fichait. Elle fonçait vers moi, vers la table 19. Tu as détruit ma vie, hurlait-elle, le visage déformé par la haine. Elle voulait m'atteindre, me frapper peut-être, mais sa robe volumineuse s'est prise dans le pied d'une chaise. Elle a trébuché. Elle s'est étalée de tout son long sur le carrelage, juste devant ma petite table bancale. Le bruit sourd de sa chute a fait taire les derniers murmures. Elle était là, à mes pieds, dans sa robe à 10 000 euros souillée par le champagne renversé. L'image était d'une ironie cruelle. La reine était tombée aux pieds de la servante. Je me suis levée lentement. J'ai lissé ma robe bleue. Je n'ai pas tendu la main pour l'aider. Ma mère est arrivée en courant, hors d'haleine. Elle s'est jetée à genoux près de Clarisse, puis elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas de la colère, de la peur. Elle réalisait qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Sybille.
a-t-elle balbutié. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Répare ça. Appelle Delacroix. Dis-lui que c'est une erreur. Je t'en supplie. Réparer ça, ai-je demandé doucement. Maman, j'ai passé ma vie à réparer vos erreurs. À nettoyer vos dégâts. À conduire des camions la nuit pour payer vos robes. C'est fini. J'ai regardé Clarisse qui se relevait péniblement, son maquillage coulant. Tu voulais que je sois invisible, Clarisse. Tu voulais que je disparaisse. Eh bien, voilà. Je disparais. Et l'entreprise part avec moi. 80% des clients majeurs ont une clause dans leur contrat qui leur permet de partir si je ne suis plus responsable des opérations. Ils ont reçu ma lettre de démission ce matin. Ils partent avec moi. Clarisse a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle réalisait l'ampleur du désastre. Sans les clients, sans l'investissement de Delacroix, et avec les dettes du mariage, ils étaient ruinés. Je me suis tournée vers les serveurs qui observaient la scène, médusés. J'ai sorti un billet de 50 € de mon sac et je l'ai posé sur la table. Pour le service, ai-je dit. Et désolé pour le désordre. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Guillaume a essayé de me barrer la route. Attends. Sibylle. On peut s'arranger. Je suis sûre qu'on peut trouver un compromis. Tu ne vas pas laisser ta sœur à la rue? Je l'ai regardé avec un dégoût profond. Guillaume, la fête est finie. Et je crois que ta carte de crédit va être refusée. Tu devrais partir avant qu'on te demande de payer la note. Il a blêmi et s'est écarté. J'ai traversé la salle. Je sentais les regards de tous les invités sur moi. Il n'y avait plus de mépris. Il y avait de la stupeur, et chez certains, une forme de respect craintif. Je n'étais plus la petite sœur terne. J'étais celle qui venait d'abattre le dragon. Arrivée à la porte, je me suis retournée une dernière fois. J'ai vu ma mère pleurer, non pas sur sa fille tombée, mais sur son statut social perdu. J'ai vu Clarisse, assise par terre au milieu des débris de verre, seule. Son mari ne l'aidait pas. Ses amis ne l'aidaient pas. Ils reculaient tous, comme si elle était contagieuse. La contagion de l'échec. J'ai poussé les grandes portes et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. L'océan grondait au loin. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je pouvais respirer. Je n'avais plus de fardeau. Je n'avais plus de promesses toxiques à tenir. J'étais libre. Tancrède Delacroix m'attendait devant sa limousine, sur le parking. Il m'a ouvert la portière lui-même. Prête pour construire quelque chose de vrai, Sibylle? J'ai souri. Un vrai sourire. Prête. 6 mois ont passé depuis le « mariage rouge » de La Baule, comme l'ont surnommé les journaux locaux. Les conséquences ont été rapides et brutales, comme une avalanche. Atlantique Froid a déposé le bilan 2 semaines après le mariage. Les créanciers se sont jetés sur la carcasse de l'entreprise comme des vautours. La maison familiale de Nantes a été saisie et vendue aux enchères pour payer les dettes. Guillaume? Il a quitté Clarisse 3 jours après le mariage, qui n'a jamais été officialisé à la mairie, heureusement pour elle. On raconte qu'il est parti à Monaco chercher une autre héritière, plus solvable. Quant à moi, je n'ai pas regardé en arrière. Avec l'investissement de Tancrède Delacroix, j'ai fondé S Logistique. Nous n'avons pas de bureau rose. Nous n'avons pas de budget champagne. Mais nous avons les meilleurs camions, les meilleurs logiciels, et surtout, les meilleurs hommes. J'ai réembauché Michel, Jean-Luc et la quasi-totalité de mon ancienne équipe. Ils ont accepté de me suivre avec enthousiasme. Aujourd'hui, je suis assise dans mon bureau, qui donne sur le port de Saint-Nazaire. Je vois les grues s'activer, les conteneurs s'empiler. C'est un paysage industriel, brut, mais pour moi, c'est la plus belle vue du monde. Mon assistante frappe à la porte. Madame Dubois? Il y a une candidate pour le poste d'assistante administrative junior. Elle insiste pour vous voir, même si elle n'a pas rendez-vous. J'ai un pressentiment. Faites-la entrer. La porte s'ouvre. C'est Clarisse. Elle a changé. Elle a perdu 10 kilos. Ses cheveux blonds,
autrefois coiffées par les plus grands salons, sont attachées en une queue de cheval négligée. Elle porte un tailleur bon marché qui lui va un peu grand. Elle n'a plus son air arrogant. Elle a l'air brisé. Elle reste debout devant mon bureau, serrant son sac à main. Bonjour, Sibylle. Sa voix est petite, cassée. Bonjour, Clarisse. J'ai vu que vous cherchiez quelqu'un au secrétariat. Maman vit dans un petit 2 pièces maintenant. Sa retraite ne suffit pas. J'ai besoin de travailler. Personne ne veut m'embaucher à Nantes, avec ce qui s'est passé. Elle baisse les yeux. C'est la première fois de sa vie qu'elle me demande quelque chose sans exiger. Je la regarde. Je vois la petite fille avec qui je jouais à la poupée il y a 30 ans. Je sens une pointe de pitié. C'est ma sœur, après tout. Mais ensuite, je revois la table 19. Je sens l'odeur de la graisse. Je relis l'email. La petite imbécile. Si je l'embauche, l'histoire se répétera. Elle commencera par faire le café, puis elle se plaindra, puis elle essaiera de manipuler, de diviser. C'est sa nature. Et c'est ma nature de vouloir sauver les gens. Mais j'ai appris ma leçon. On ne peut pas sauver quelqu'un qui se nourrit de votre sang. Je prends son CV sur le bureau. Je ne le lis pas, je suis désolée, Clarisse. Le poste a été pourvu ce matin. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge nécessaire. Elle lève les yeux, surprise. Elle s'attendait à ce que je cède. Comme toujours. Sibylle, s'il te plaît. Je suis ta sœur. Je sais. Et c'est pour ça que je ne peux pas être ta patronne. Tu dois trouver ta propre voie, Clarisse. Sans moi. Sans maman. Pour la première fois de ta vie. Elle me regarde longuement. Elle voit que je ne plierai pas. Elle hoche la tête, ravale un sanglot, et se retourne. Au revoir, Sibylle. Au revoir, Clarisse. Elle sort. La porte se referme. Je me lève et je vais à la fenêtre. Je la vois sortir du bâtiment, marcher vers l'arrêt de bus. Elle a l'air petite, vulnérable. Mais c'est la première fois qu'elle marche sur ses propres jambes. Peut-être qu'elle s'en sortira. Peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai récupéré ma vie. J'ai construit mon propre château, brique par brique. Et dans ce château, il n'y a pas de table près des cuisines. Il n'y a qu'une grande table, où tout le monde mange ensemble, et où le respect est le seul plat obligatoire. Cette histoire est la preuve que parfois, il faut tout brûler pour pouvoir reconstruire. La vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange froid. Parfois, c'est un plat qu'on refuse de manger parce qu'on mérite mieux qu'une table près des poubelles. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Pensez-vous que j'ai été trop dur avec Clarisse à la fin? Laissez un j'aime si vous soutenez ma décision, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice et de résilience. Votre soutien est ma plus grande force. À bientôt.